Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat sur CamNews 24. Quand la sélection du Cameroun a reçu son ticket retour de la Coupe du Monde jeudi dernier, la tasse a été lourde à boire. 4 buts filés aux Lions indomptables, l'un après l'autre, sans aucune réaction. Comme en 2010, le Cameroun est éliminé de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les passionnés du ballon rond auront quand même remarqué que le Cameroun se sera illustré par une indiscipline qui s'est caractérisée d'une part par des choix tatillons d'un Volker. Finke qui a refusé de faire confiance au système de jeu qui lui a souri en match de préparation alliant des éléments et un dispositif qu'il n'a pas expérimenté ou qui n'a pas souvent donné des résultats positifs. D'une part, d'autre part, les joueurs sur le terrain se sont illustrés par des bagarres avec un Alexandre Sombe belliqueux à la limite, qui a reçu un carton rouge, cassant ainsi le moral de ses coéquipiers à la suite d'une violence contre un adversaire loin d'être dangereux. Assoui Koto et Benjamin Mukanjo se sont livrés quant à eux à un échange de paroles et de gestes violents en plein stade dans la surface de réparation adverse. Au final, le Cameroun s'en sort pour l'instant en attendant la rencontre contre le Brésil avec 0 points et 5 buts encaissés et 0 but marqué au compteur. Comment expliquer cette deuxième défaite des Lions indomptables qui est responsable de l'humiliation du Cameroun? Pouvait-on faire mieux à ce mondial brésilien? Ce sont des questions, c'est bien d'autres que nous allons aborder dans un instant avec nos invités. En deuxième partie, nous parlerons de la nomination, une fois de plus, d'un nouveau directeur général à la tête de la Compagnie nationale de transport aérien, Camerco, en la personne du Camerounais Jean-Paul Nana Sandjo, précédemment administrateur, nommé par le chef de l'État au sein de cette compagnie il y a quelques mois seulement. Il remplace à ce poste son compatriote Frédéric Boto Edimo, qui n'aura passé qu'un an à la tête de cette compagnie, respectivement comme directeur général adjoint et directeur général. Qu'est-ce qui pourrait expliquer son limogeage? 3 ans seulement après son lancement, la Compagnie nationale de transport aérien a déjà connu 4 directeurs généraux. Comment cela peut-il s'expliquer? Que pourra faire le nouveau directeur général pour sortir cette compagnie de la zone de turbulence? Jean-Paul Nana Sandjo a-t-il le profil de l'emploi pour faire face aux défis qui l'attendent dans cette mare à crocodiles où des mastodontes se livrent à une concurrence féroce, recourant parfois à des pressions insoupçonnées pour obtenir des exclusivités ou des faveurs particulières sur des lignes bien précises. Pour discourir donc autour de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir M. André Luther Meka. Il est enseignant et sociologue, sans oublier le fait qu'il soit également un observateur averti de l'actualité. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CamNews 24. C'est toujours un plaisir de participer au débat dans cette émission. Alors, soulignons que la journée internationale de la musique s'est célébrée il y a quelques heures seulement au Cameroun et dans plusieurs autres pays dans le monde. Est-ce que la qualité de la musique camerounaise donnerait matière à festoyer par exemple? Je dirais qu'il y a les bons, les moins bons. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Il y a des artistes qui font un bon travail. Je vais citer ici Sergio Polo. Je vais citer Belka Tobi, je vais citer Mathématiques. Il y a des artistes, Charlotte Dipanda, le nom que la sable, Manu Dibango. Donc, il y a des artistes qui font du bon travail. Il y en a d'autres, effectivement, qui sont moins bons, qui versent dans des textes pornographiques et qui, effectivement, jouent la musique de l'instinct avec beaucoup de sonorisations qui ne sont pas adaptées. Donc, disons que la fête de la musique au Cameroun est importante parce qu'il faut commémorer la musique, il faut célébrer la musique qui adoucit les mœurs et qui participe de ce que j'allais dire de la cohésion, de l'harmonie de l'individu envers lui-même. Malheureusement, cela n'est pas très implémenté au Cameroun parce que quand on fait de la musique, il faudrait d'abord travailler sur les conditions de mise en place de la musique. Moi qui ai travaillé dans le showbiz, parce qu'il faut le rappeler, j'ai été directeur de la communication de Massema Production, j'ai effectivement touché du doigt les problèmes des artistes qui sont des problèmes de production, qui sont des problèmes de piraterie et même des problèmes de distribution. Parce que vous savez, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une entreprise efficace de distribution de la musique dans le pays et hors du pays. Donc, tous ces mécanismes-là doivent être implémentés
pour qu'en amont, qu'on fasse une musique qui est bien élaborée, qui est bien travaillée et qui est bien encadrée par l'État. En tout cas, le sujet n'est pas posé sur la table du débat. Merci quand même d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous aurez en face de vous ce soir un autre journaliste qu'on ne présente plus, Prince Aristide Ngekam. Bonsoir. Bonsoir Thierry et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de CamNews 24, de par le monde entier, et principalement à tous les spéciaux téléspectateurs qui sont du côté du royaume de Banca, dont je suis issu. Vous êtes également prince de ce royaume, soulignons-le. Vous êtes également spécialiste en consultation, en communication politique. Alors, je vous poserai la même question pratiquement que celle que j'ai posée en Culture Mecca. On a célébré effectivement la musique hier dans plusieurs villes du Cameroun. On a célébré justement la musique dans un contexte où les musiciens camerounais n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, droit d'auteur, piraterie, obscénité. On en parlait encore tout à l'heure. Est-ce que dans ce contexte, on avait de fortes raisons de fêter la musique au Cameroun? Ben écoutez, c'est de façon symbolique. On devrait la fêter pour qu'elle ne meure à jamais. Vous savez, malgré tous les problèmes, il faut tenir. C'est même une sorte de combat que les artistes mènent pour dire nous avons des problèmes, mais il ne faudrait pas que nous baissons les bras. Mais j'irai en fond parce qu'en parlant de cette fête de la musique, moi j'ai pratiquement les larmes aux yeux. J'ai été également un acteur très introduit dans le show business à une certaine époque. Raison pour laquelle, comme André Luther, je maîtrise un peu les problèmes des artistes. Au-delà de la piraterie, il y a un certain nombre de nos gouvernants qui profitent de ces artistes-là. Et au-delà, je dis, il faut le dire avec des justes mots. La plupart de nos gouvernants profitent de ces artistes. Ce sont ces gouvernants qui, au lieu de frapper du poing sur la table pour empêcher la piraterie, sont les méga hommes d'affaires de cette affaire de la piraterie qui tue les artistes. Aujourd'hui, vous avez les Mélandios qui sont décédés, de nombreux artistes dont je ne citerai pas ici, qui donneront des larmes à de nombreux mélomanes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un artiste qui est malade, on est obligé de faire du porte-à-porte, franchement du porte-à-porte, pour venir. Donc la musique camerounaise ne nourrit pas son homme. Non, ça devrait nourrir son homme si toutes les conditions étaient réunies. Aujourd'hui, nous avons un ministère de la Culture qui ne joue pas son rôle, qui verse plutôt dans des guerres de personnes au lieu de contribuer à la gestion saine de cette musique-là pour que les acteurs principaux puissent en bénéficier, qui sont les artistes. Donc moi, je pense que j'ai un pincement au cœur quand je parle de ce sujet, parce que ces gars, si vous voyez, c'est une œuvre de l'esprit, si vous voyez comment quelqu'un réfléchit, c'est comme le journaliste, pour écrire un papier tiré, pour préparer une émission, c'est de la connaissance. Oui, ce sont des heures, voire des jours. C'est des prouesses intellectuelles que nos compatriotes mènent, mais finalement qui n'ont pas les produits escomptés. En tout cas, on espère qu'on aura, pourquoi pas sur ce plateau, des artistes la semaine prochaine pour parler justement de ce sujet qui mérite d'être posé sur la table du débat, parce qu'au moment où on parle justement de la fête internationale de la musique, la piraterie continue à dicter sa loi au Cameroun, les tests même musicaux laissent à désirer et malheureusement, sont ces tests qui sont promus, vendus, mimés même au hasard des rues. On en parlera. Pourquoi pas la semaine prochaine avec les principaux concernés, avec des journalistes spécialisés justement de la culture et de la musique notamment et de manière précise. Merci Prince Aristide Ngekam d'avoir accepté d'être nôtre ce soir. C'est toujours un plaisir Thierry, comme je vous l'ai dit, de retrouver de très nombreux téléspectateurs de CamNews 24. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté de nous faire confiance. Permettez que nous entrons une fois de plus par effraction dans votre domicile pour ces 90 minutes consacrées au débat justement sur votre télé. L'émission est également diffusée sur www.camnews24.net ou www.camer.bi. Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat. Retour sur ce plateau, une fois de plus, madame, monsieur, merci de nous faire confiance. Parlons du premier sujet posé sur la table du débat de ce soir. On sait que la sélection du Cameroun a reçu son ticket
retour, la Coupe du Monde, jeudi dernier, la tasse, je le souligne encore il y a peu, a été lourde à boire pour les Camerounais qui sont restés très tard éveillés justement pour voir encore l'une des dernières chances de qualification, sinon la dernière chance de qualification des Lions indomptables à cette phase à ce mondial brésilien 2014. Malheureusement, c'est 4 buts qui ont été filés aux Lions indomptables, l'un après l'autre, sans aucune réaction. Le Cameroun est donc éliminé de la Coupe du Monde 2014, comme en 2010. Les passionnés du ballon rond auront quand même remarqué que le Cameroun se sera illustré par son indiscipline, une indiscipline qui s'est davantage caractérisée d'une part par les choix tatillons d'un Volker Finke qui a refusé de faire confiance au système de jeu qui lui a pourtant souri en match de préparation en alliant des éléments et un dispositif qu'il n'a pas expérimenté ou qui n'a pas souvent donné de résultats positifs. D'autre part, les joueurs sur le terrain se sont illustrés par des bagarres avec un Alexandre belliqueux, à la limite, qui a reçu un carton rouge, sapant ainsi le moral de ses coéquipiers à la suite d'une violence contre un adversaire loin d'être pourtant dangereux. Assoué Koto et Benjamin Moukandjo se sont également livrés à un échange pitoyable de paroles et de gestes violents en plein stade dans la surface de réparation adverse. Au final, le Cameroun s'en sort pour l'instant. En attendant, bien sûr, que ce match n'aura aucune incidence sur la qualification du Cameroun, sur la suite de la compétition. En attendant, bien sûr, la rencontre avec le Brésil demain. Le Cameroun s'en sort donc avec au comptoir 0 but, 0 but, 0 point, 0 but marqué également. Alors, avant que de revenir justement sur ce plateau, on va faire un tour du côté de la réalisation pour écouter ce reportage qui nous est proposé par Donald Anouzoua, qui revient justement sur les mots qui gangrènent le label Cameroun. Comment défendre et vendre l'image du Cameroun sur le plan international? La question ferait cas d'école et pourrait mettre en dérision même l'esprit patriotique le plus solide. L'actualité de l'heure, portée par la Coupe du Monde de football, demeure une plateforme idoine pour pousser la réflexion plus loin. Il est donc question, puisqu'on en parle, de conduire aux urgences le grand malade Lions indomptables. Et comme l'autopsie ne s'impose qu'aux morts, le vivant, lui, mérite en tant que malade le diagnostic qui va déterminer l'intervention adaptée au cas présenté. Dans le cas de l'équipe nationale du Cameroun, seul le couloir qui conduit au bloc opératoire reste la panacée. Il faut soigner cette plaie béante et gangrénée que les Lions indomptables traînent depuis plus d'une décennie et dont l'évolution pourrait d'ici peu atteindre les cellules nerveuses, synonyme de mal incurable. Comment comprendre que les ambassadeurs du football camerounais au Brésil vendent au rabais le temps d'un match et ce en mondovision, l'image d'une nation aussi respectable et respectée comme le Cameroun? Le peuple pouvait le leur concéder et comprendre que c'est le sport. Si nos chers Lions indomptables s'étaient limités à montrer leur incapacité à défendre les couleurs nationales autour du ballon rond. Quant à sortir de ces registres et jouer au guerrier qui tire consciemment sur son collègue d'armes, il y a lieu de s'interroger sur la capacité de certains footballeurs à cerner la notion d'esprit de groupe si chère à toute formation sportive. Le mal Lions indomptables est certes profond, mais il n'est pas tard d'extraire les clubs malades au risque de se retrouver avec un félin complètement édenté et incapable de mâcher un carré de beurre. Autrement dit, si les échecs successifs de 2002, 2006, quand le Cameroun manqua la Coupe du Monde allemande, et la piètre prestation de 2010 en Afrique du Sud n'ont pas servi de leçon aux joueurs et à leurs dirigeants, de grâce que cette déculottée de 2014 soit la fin d'un cycle de déconvenus et marque le début de l'ère de la reconstruction avec une attention particulière portée sur des joueurs âgés entre 20 et 25 ans maximum. Voilà, merci Donald pour ce reportage. On va quand même analyser les mots qui ont gangréné la participation des Lions indomptables à ce mondial brésilien. Prince Aristide Gekam, vous avez certainement vécu avec beaucoup d'intérêt la rencontre justement, ou la participation des Lions indomptables au Brésil. Comment avez-vous justement vécu la dernière rencontre pour l'instant du Cameroun contre la Croatie? Je crois que vous voulez parler de l'humiliation que tout le peuple camerounais a subi. Parce qu'il faut noter que ce sont les combattants envoyés par nos compatriotes
et représenter nos compatriotes au Brésil. Et nous avons tous suivi, à mon de vision, l'humiliation et de la plus mauvaise des manières. Parce qu'on peut perdre un match dignement, mais et ne pas verser dans ce qu'on a vu au Brésil dernièrement. Ceci dénote de la façon comment est géré le Cameroun. Vous savez, il y a eu au départ, parce l'histoire est importante, il faut dire que les Lions sont partis dans une... D'accord, on va analyser le contexte. Oui. On va analyser le contexte. Je voulais juste avoir vos premières impressions. Non, je dis c'est une humiliation. Parce qu'on ne les avait pas eues. Je dis c'est une humiliation. Je ne veux pas... Vous avez quand même vécu la rencontre? Oui, j'ai vécu la rencontre avec toute ma famille. Le spectacle était à la hauteur des attentes? Oui, le spectacle n'était pas à la hauteur des attentes. Je vais vous dire pourquoi. Sur le plan technique, nous avons un coach qui a totalement désaxé sur le plan technique ses poulains, c'est-à-dire pour ce qui est du positionnement des joueurs, que ce soit du choix tactique des uns et des autres. Je parle ici en tant qu'éducateur sportif. J'en suis diplômé. D'accord. Peut-être les gens ne savent pas, j'en suis diplômé. Oui, signé de Jean Manga Nguyen, directeur technique national. J'en suis diplômé. D'accord, si vous permettez, on va revenir justement, on va bénéficier de cette expertise qu'on découvre heureusement pour nous sur le plateau. André Dormeka, comment peut-on expliquer cette deuxième défaite des Lions indomptables? Bon, je crois qu'il n'y a que des techniciens qui peuvent l'expliquer avec aisance. Mais je crois que cela est la signifiose d'un malaise général. Un malaise général qui part d'abord de l'encadrement des joueurs, qui part de la formation des joueurs jusqu'à l'entraîneur. Parce que, comme vous le savez, nous avons déjà peut-être expérimenté plus de 10 entraîneurs. Et je crois que c'est son Excellence Albert Roger Mila qui disait qu'à leur époque, ça évoluait, les cadets, les juniors. Bref, c'est cette vague-là qui aboutissait aux Lions indomptables. Et aujourd'hui, il n'y a plus de juniors, il n'y a plus de juniors primes, ainsi de suite. Donc, il y a un malaise général. Et je vous assure, j'ai regardé ce match avec beaucoup de réticence. D'ailleurs, je savais qu'on allait être battu, parce que moi, je n'en étais pas surpris. C'est pas très patriote? Non, c'est la vérité, Thierry. Il faut être froid. C'est la vérité. Je l'ai dit dans une télévision que ce n'était pas possible que nous allons loin avec ces joueurs, qui étaient d'abord d'une lourdeur incroyable et d'une maladresse. Parce que, vous savez, quand un joueur commet plusieurs erreurs, plusieurs maladresses, c'est la peur. Ça veut dire que le joueur n'a pas le niveau de ce genre de compétition. Et effectivement, comme vous le savez, moi, j'ai toujours pensé que ça ne vaut pas la peine que dans les compétitions où la nation est mise en jeu, où le pays est mis en jeu, d'aller avec un entraîneur blanc. Je l'ai toujours pensé. C'est comme un papayer qui a des racines de cacao. Voilà, vous nous offrez justement l'opportunité de parler de Volker Finke, qui a effectué justement le déplacement du Brésil avec beaucoup de blessés. À cette allure, est-ce que, je parlerai peut-être comme Jean-Bruno Tagné, est-ce que les Lions étaient programmés pour échouer? Bon, les Lions, en 40% étaient programmés pour échouer. Je dis à 40%. Programmé pour échouer. Je m'explique. Je m'explique. Si vous avez vu la préparation des Lions, et beaucoup se sont focalisés là-dessus, un match de préparation est un match de préparation, même sur le plan psychologique. Lorsque vous affrontez, parce que j'ai vu beaucoup de personnes fêter lorsqu'on a tenu tête entre guillemets à l'Allemagne. Non, c'était comme un match d'exhibition. C'était comme un match d'exhibition. Parce que le joueur qui joue à cet instant-là ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que d'un, il a peur de se blesser et de ne pas aller à la Coupe du Monde. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Maintenant, lorsque vous entrez dans l'arène, si vous aviez vu, en tant que technicien, si vous avez vu le match Croatie-Brésil, ça vous aurait déterminé ce qu'adviendrait au match Cameroun-Croatie. C'était clair. Les Brésiliens, en fait, le football sud-américain est semblable au football espagnol, c'est-à-dire ça va très vite avec des pas de coups, avec des petites passes et autres. Or, vous avez nos joueurs qui ne sont pas, comme André Luther l'a dit, qui sont lourds sur le terrain. Si vous êtes lourd sur le terrain et que vous avez en face de vous ceux qui vont très vite, même par un miracle, vous ne pouvez pas vous en sortir.
vous ne pouvez pas vous en sortir. Or, ici, on avait des joueurs comme Choupo-Moting qui pouvaient contrer ce type d'attaque, de velléité, mais qui a été mal utilisé. Je n'étais pas trop d'accord, contrairement à certaines opinions, qu'on puisse mettre en début de match le jeune Djegwe. Non, il a beau faire un bon match face à l'Allemagne en toute préparation, mais ce n'était qu'un match de préparation. Vous savez, le football, c'est un niveau. Et je l'ai dit dans une autre émission, il y a avant, c'est-à-dire lorsque Volker Finke a sorti la liste des 23 et qu'il n'y avait pas un joueur du championnat local, que nos gars n'avaient pas le niveau. Et c'est la vérité. Quand vous voyez le championnat local, lorsque vous allez sur nos terrains ici, les gars n'ont pas le niveau comparativement à nos joueurs qui évoluent ailleurs. Donc, Djegwe pouvait attendre, mais pas le jeter dans la mare. Vous avez vu, les 15-20 premières minutes, le gars était totalement perdu. Et il recevait les ballons, la plupart des ballons, derrière lui. Et c'est Chedou qui était obligé de venir à la rescousse. Lorsque Dani Nouke est entré, il a essayé de remédier à ce problème. Donc, c'est des choix tactiques malheureux de Volker Finke. Et je pense, au-delà même du match sur le terrain, il y a l'environnement. C'est-à-dire, non, je parle de l'environnement technique. Il y a des gars comme l'ambassadeur Roger Mila qu'on devrait associer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait déplacer les anciens capitaines? Non, je dis, c'était au Brésil. Je suis encore au Brésil, je ne suis pas au Cameroun. Oui, justement. On a déplacé un certain nombre d'entraîneurs. On parlera de tout cela. Je dis, on a déplacé un certain nombre d'entraîneurs, c'est-à-dire Oman Biek et autres, des techniciens, c'est-à-dire des anciens Lions et des techniciens, mais qui ne participaient en rien, qui n'avaient pas leur avis à donner. On a même déplacé les présidents de clubs qui sont restés nationaux. Voilà. On parlera justement de tous ces sujets. Est-ce que, André Tormeka, est-ce que les Lions, tels que nous observons le niveau de la compétition, on l'a vu, avec des joueurs croates extrêmement rapides, avec des Mexicains justement à la hauteur, dans un certain nombre de choses, est-ce avec ce qu'on a vu, la prestation des Lions indomptables, est-ce que ces derniers avaient été à la hauteur de la compétition? Mais je l'ai dit précédemment que d'abord, vous avez constaté que pendant les matchs de préparation, Volker Finke était encore en train d'essayer les joueurs, alors qu'il devait déjà être dans un moment de peaufinement et avoir une équipe type. Avoir un noyau. C'est à partir du match contre l'Allemagne qu'on a essayé de voir l'équipe type. Donc, il y avait un retard sur la formation, sur la préparation, sur le réglage même de l'équipe nationale. Et tout cela, c'est un problème d'encadrement. Parce qu'il ne faut pas seulement en vouloir aux joueurs. Et vous savez... En parlant d'encadrement, je propose justement qu'on n'aille pas parler... Et effectivement... Parlons de la configuration même de l'équipe nationale. C'est de ça que nous parlons. Vous parliez justement de la lourdeur des joueurs. On a quand même constaté qu'à 99%, c'était tous des professionnels. Comment peut-on parler de lourdeur avec des gens qui sont permanemment en compétition sur le plan international? Mais qui ne sont pas suffisamment rodés entre eux. Ça veut dire que non seulement ils ne sont pas suffisamment rodés, ils ne sont pas disciplinés. Moi, j'ai appris qu'il y avait des délégations. Chaque joueur avait, il se pourrait que chaque joueur avait au moins 15 personnes derrière lui. Et c'était une équipe où on pouvait rencontrer un joueur avec son épouse n'importe où. Alors que, en fait, c'est un problème de discipline. On parlera de l'environnement. C'est un problème de discipline. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. Non, on ne pouvait, mais vraiment, il ne faut pas rêver. Il y en a qui ont voulu vendre le rêve aux Camerounais. Il ne fallait pas rêver, on ne pouvait pas faire mieux. Encore que, même notre qualification, c'était Kahin Kaha. Alors, est-ce que, à cette allure-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a entendu un étoffice, un Alexandre son justement, pour ne citer que cela, faire une sorte de mea culpa au peuple camerounais. Est-ce que cela changera quelque chose maintenant que nous sommes disqualifiés? Moi, je pense que, j'espère qu'Alexandre était sincère dans ses déclarations, parce que Thierry, peut-être vous ne savez pas, après son coup de coude à l'adversaire croate, au joueur adverse croate, il est allé directement dans les vestiaires. Vous avez suivi la bagarre, parce qu'il faut l'appeler ainsi, la bagarre entre Moukandjo et Assoue Koto. Assoue Koto qui a essayé de faire les remontrances à son jeune frère Moukandjo, qui ne l'a pas entendu de cette oreille. Et je vous rappelle que cette bagarre que vous avez vue sur les stades a continué dans les vestiaires. Peut-être c'est ce que les Camerounais ne savent pas, a continué dans les vestiaires. Parce que lorsque les gars sont arrivés dans les vestiaires,
Assou Ekoto, Alexandre s'en est pris aussi à Moukandjo pour lui dire, tu es arrivé à l'équipe nationale quand, pour qu'un aîné comme Assou Ekoto te parle et que tu jettes la main. Alexandre l'a suivi pour le boxer. Nul n'était l'intervention d'Eto qui est venu, je vous parle des vestiaires, qui est venu arrêter, saisir Alexandre pour lui dire, mon frère, il faut laisser, désormais c'est derrière nous. Moi je pense qu'il faudrait que les joueurs entre eux soient sincères dans leurs déclarations. Il est vrai, bon, c'est une stratégie aussi de com. Il a commis une faute et c'est normal que ceux qui l'assistent lui disent mon cher frère, il faudrait que tu t'excuses parce que l'acte que tu as commis. Mais c'est pas. Moi, quand je dis il faudrait qu'Alexandre soit sincère parce qu'il a une habitude de grande gueule. Et c'est pour ça que je vous dis il faudrait que des déclarations qu'il a fait après cette bourde-là lui viennent vraiment du fond du cœur et que, en retour, le peuple le lui pardonne. Voilà, avant d'analyser justement l'environnement des Lions indomptables, parce que vous étiez dit, on a écouté un Alexandre Son, justement, parler au peuple camerounais, s'offusquer d'un certain nombre de choses et puis demander pardon. Avant lui, c'était la lettre adressée aux Camerounais par Samuel Eto'o-Fils. Disons-le, capitaine des Lions indomptables avait été au devant d'un certain nombre de choses. Est-ce que tous ces mea culpa-là suffisent aujourd'hui pour calmer justement la tension des Camerounais? Bon, disons que sur le plan personnel, il est toujours bon, lorsque vous avez commis une erreur, de demander pardon. Cela démontre que vous êtes conscient que l'acte que vous avez commis n'est pas appréciable et n'a pas été apprécié par les Camerounais. Parce que jusqu'à présent, je me demande quelle mouche a piqué Alexandre Son d'attaquer par le coude un joueur qui n'était pas offensif. Donc, j'ai trouvé ça assez une incartade pour rien, c'est-à-dire une incartade de trop. Et s'il a reconnu... Cela aurait également porté un surgio-coup à la suite de la rencontre. Tout à fait, tout à fait. Et je dis que s'il a demandé pardon, c'est une chose. Mais il faudrait savoir que... et il faudrait que les entraîneurs le sachent. Un joueur indiscipliné qui comment on appelle ça, qui a les nerfs à fleur de peau, ce n'est pas un sportif. Ce n'est pas un sportif. Et moi, pour avoir joué quand nous étions jeunes, on savait que ceux qui avaient un tempérament assez élevé, à un certain moment du match, on le sortait pour ne pas gâter le match. Donc, il faudrait le savoir parce que la sortie d'Alexandre Son est pour beaucoup par rapport à notre défaite et a beaucoup impacté sur notre image aux yeux du monde. Il a parlé des bagarres. Donc, ça veut dire que cette équipe n'est pas encadrée sur le plan disciplinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit de cohésion, il n'y a pas un esprit d'entente dans cette équipe. Et je crois que peut-être que je serai radical. On peut raser tout ça. Hein? On n'a pas le droit. Alors, quand on regarde justement l'environnement des Lions indomptables, soulignons-le, il y avait une centaine de fonctionnaires justement au Brésil. Il y a une image qui a fait le tour de la toile. Il y a une semaine encore, des hommes en tenue, des policiers camerounais, des commissaires de police notamment, avec 5-6 étoiles au stade en tenue camerounaise. C'est-à-dire un policier en kaki bleu ciel au milieu de des milliers de supporters justement venus par le monde. C'était quand même une image assez risible. Hein. On a vu donc plusieurs centaines de Camerounais comme ça, de fonctionnaires qui ont effectué le déplacement de Brésil pour vendre, dit-on, l'image du Cameroun. De quelle image ces derniers étaient moi, je pense qu'il faut vendre. Moi, je pense qu'au-delà de l'effectif peut-être pléthorique, moi, je pense que... Vous savez, à la FECAFOOT, il y a une commission de sécurité. Et dans cette commission de sécurité, il y a des hommes en tenue. Devrait-il être aussi en tenue au Brésil? Non. Peut-être pour vendre l'image de la police camerounaise. Peut-être. Moi, je suis pas... c'est pas le fait d'être en tenue qui me pose un problème. Oui. Mais peut-être l'effectif. Moi, je vais m'apaisanter parce que moi, je suis d'accord qu'il y a la sécurité. C'est-à-dire, on peut déplacer nos forces de maintien de l'ordre ici. Pourquoi faire pour la sécurité des joueurs, c'est permis. Donc, ça dit que la FIFA n'a pas suffisamment protégé les autres équipes? Ils le font. Ils le font, mais ce n'est pas peut-être de façon visible. Lorsque nos agents de sécurité ils se déplacent, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça au Cameroun. Il y a toujours eu ça. Donc, lorsque vous vous déplacez avec votre sécurité. Maintenant, comme vous ne pouvez pas déplacer toute la police, il y a même là-bas, on recrute des agents
de sécurité. C'est-à-dire il y a des organismes, des gardes du corps et autres, pour protéger quand même. C'est pas contre, je sais pas, contre des attaques quelconques. Est-ce que cet environnement, justement, n'a pas quelque peu pesé sur l'environnement? Bon, maintenant, sur le plan de l'effet, il faut expliquer aux Camerounais. Le déplacement, il y a eu beaucoup de compartiments dans ce genre de déplacement. Il y a des ministères qui ont envoyé des gens, leurs agents aller vendre l'image du Cameroun. Parce que, par exemple, au ministère, par exemple, de l'Agriculture, le ministère a déplacé un certain nombre de personnes avec les opérateurs économiques pour aller vendre les produits camerounais. Par exemple, le poivre de Penja et autres. Ça, c'est l'aspect. Mais ça ne concerne pas l'aspect technique ou alors directement sportif. Bon, maintenant, au-delà de ça, il y a, de façon symbolique, il y a les présidents de club qu'on a adjoints dans la délégation. Il y a aussi, sur le plan symbolique aussi, dont je parlais, les anciens capitains. Les anciens capitains et des personnalités footballistiques de poids pour, sur le plan un peu psychologique et moral, accompagner les Lions. Mais ce que je déplore, c'est que arrivé là-bas, ces gens étaient un tout petit peu oisifs, c'est-à-dire ils ne jouaient pas, ils n'avaient plus un rôle, ils n'avaient pas de rôle proprement dit à jouer. Parce que si on vous déplace et qu'on va vous confiner dans un hôtel, vous ne pouvez pas accéder au stade pour voir les Lions. Ou alors, après un match, faire les briefings avec les Lions. Vous êtes donc allé là-bas faire quoi? C'est ce que je reproche dans ce type d'entourage. Mais maintenant, dire qu'il y a eu des déclarations, des lettres, la lettre d'Alexandre, la lettre d'Eto. Non, mais Eto, moi je pense qu'Eto était un tout petit peu sur la défensive, dans son rôle. Parce que vous ne pouvez pas aller au Brésil et être attaqué à partir du Cameroun et ne pas réagir. C'est-à-dire, vous avez un garçon qu'on a commencé à déstabiliser. Et si vous vous renseignez bien, vous souvenez de l'affaire Nathalie Nkwa et autres, et autres qui a fait le buzz sur le net. Vous avez une jeune dame qui se fend en... Oui, on parlera de ce scandale, vraiment en quelques mots. Voilà, bon, vous avez une jeune dame qui se fend en déclaration et qu'elle a été arrêtée abusivement et qu'elle entretenait des rapports entre guillemets intimes avec le goléador camerounais. Mais lorsque vous fouillez cette affaire, vous comprenez que cette dame est le pion d'un certain nombre de personnalités de la République pour déstabiliser Eto et par ricochet l'équipe nationale. Et si vous fouillez plus tard dans ce dossier, vous comprendrez que au-delà de la relation qu'Eto avec cette dame... Il avait une relation, parce qu'il y a des cartes grises, au-delà aurait acheté des voitures. Oui, mais je vais vous dire, il n'avait pas... C'est ce qu'on vous a laissé quoi? Eto n'avait pas acheté de la voiture à cette dame. Eto avait envoyé 30 millions de francs à cette dame pour sa fondation, pour acheter la voiture pour sa fondation via la banque BGFI. Okay. Et cette dame a déchargé cet argent. Elle a acheté une voiture à son nom personnel. Et les 30 millions étaient pour acheter la voiture pour sa fondation et ouvrir un club, un magasin. Donc, non, je vous en prie, c'était au-delà de la relation intime que vous voulez mettre devant, il y a une relation commerciale. Et elle a été arrêtée pour la relation commerciale. Vous êtes en affaire avec quelqu'un. Vous dites, je vous donne de l'argent pour acheter la voiture pour ma fondation et ouvrir un magasin exclusif pour moi. Hein? La dame en question prend de l'argent, elle l'utilise à des fins personnelles. Lorsqu'elle est appréhendée par la police sous une plainte des avocats d'Eto Fils, elle reconnaît les faits. Mais c'est ça qui est la question. Elle reconnaît les faits. Je vous en prie, elle reconnaît les faits, mais entre-temps, elle se vante en disant j'ai aussi des relations, si Eto a des relations avec ce nombre de personnalités, moi aussi j'ai des relations plus intimes. Je vous en prie, laissez-moi parler. J'ai des relations plus intimes avec des hauts placés de la République et ça s'est manifesté par la suite parce qu'elle a été libérée et sa voiture a lui remis. Donc, c'est un capharnaüm que nous vivons dans cette République. Au-delà de la gouvernance classique, mauvaise de l'équipe nationale. Et il y a des personnalités dans cette République qui veulent déstabiliser. Qui veut fragiliser Eto et par ricochet l'équipe nationale. Mais c'est ça qui est la question. Et il faut que les Camerounais le sachent. On reviendra peut-être sur cet aspect. André Termeka, c'est quand même vrai qu'on ne voulait pas se focaliser justement l'affaire sur ce scandale qui a Non, mais ça fait partie de l'environnement, Thierry. Ça fait partie de l'environnement. Et ça empiète sur l'état psychologique
des troupes. D'accord, on a compris à ce de niveau. ces joueurs. André Domeka, justement, j'étais avec vous et je me posais justement la question. On sait qu'Eto était également au cœur de plusieurs autres scandales. On sait que quand même que grâce à Eto, les Lions ont touché près de 116 millions de francs CFA. On sait que grâce à Eto, le Premier ministre Cameroun a été humilié publiquement et solennellement. Est-ce que le problème des Lions indomptables, c'est Eto fils? D'abord, je voudrais m'excuser si je n'entre pas dans les problèmes en dessous de la ceinture, parce que je sais que les personnalités ont ceci de particulier que lorsqu'il y a des problèmes entre, dans le couple, dans le couplage, vous allez constater que les photos vont circuler dans le net. On va dire qu'on a eu un enfant par cela. Bon, j'appelle ça les faits divers. Ce sont des faits divers et je crois que la jeune dame, pour avoir eu quelques prébandes autour des fils, voudrait certainement transformer l'affaire. Même pas la transformer, peut-être en profiter, puisqu'il est aussi établi qu'il y a eu un peu de problèmes en deçà de la ceinture. Ce que je veux revenir aussi sur ce point de la police, il faut savoir qu'il est très important de savoir que la Coupe du Monde se joue dans un environnement très précaire en termes de sécurité. Et il était important que vous allez voir effectivement qu'on ne fait pas une communication là-dessus, mais c'est déjà une communication. La plupart des délégations sont hautement gardées avec une escorte tout à fait armée. Donc cela veut dire que la Coupe du Monde se joue dans un contexte très justement par le pays, dans une insécurité tout à fait établie. Maintenant, il faut savoir que le Cameroun passe des moments assez indélicats par rapport à Boko Haram, vous le savez très bien. Et le chef de l'État avait déclaré la guerre à Boko Haram. Donc, il était important que, au-delà des mesures de sécurité que prenne la FIFA, que le chef de l'État et le Cameroun réagissent en ajoutant à cette délégation une garde rapprochée camerounaise qui également est envoyé comme des lions indomptables de la police pour sauvegarder les confrères. Parce que je vais vous dire, lorsque vous êtes en guerre avec un groupe, je crois qu'eux aussi, ça peut être le moment de frapper fort, de frapper un scoop. Et je vous assure que s'ils touchent les lions, ça va être terrible. Donc je crois que la meilleure garde, le chef de la police nationale a pris toutes les mesures et j'ai félicité cela. Je continue à le féliciter. Il pourrait peut-être le faire sans s'exhiber. Non, est-ce qu'il y a un problème d'exhibition? Il n'y en a pas. En termes de sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle la dissuasion. Hein. Vous avez vu que c'est des commissaires, des hauts gradés de la police. Ça veut dire que c'est des moyens de dissuasion, des gens qui ont appris les techniques de sécurité. Hein. Je crois même que si on peut faire l'enquête, c'est la fine fleur de la police en termes de matière de sécurité. Donc je crois que c'est à féliciter. Et il faudrait même que dans les prochaines Coupes du Monde, que les lions soient gardés par les leurs. C'est plus sécurisant. Bon, pour revenir sur le problème Eto, je vous assure que Samuel Eto a aussi procuré de bons moments aux Camerounais. Il ne faut pas être ingrat. Il a procuré de bons moments aux Camerounais. Il nous a fait gagner, je crois, une Coupe d'Afrique ou deux. Il a marqué des plus beaux buts. Il a été le Pichichi. Il a fait rayonner le nom du Cameroun au sommet. Et j'ai eu un peu, avec les yeux de néophyte, j'ai eu l'impression que son leadership était contesté. Parce qu'il faut savoir que dans les Lions indomptables, il y a un problème de transition de génération. Et c'est très important dans les Lions indomptables. On ne prépare pas la transition des générations. Ce qui fait que Eto fils avait les caïds de Njitap, les Rigobert Song, tous ces caïds, mais vraiment son rayonnement était au-delà. Et j'ai eu l'impression qu'il voulait, n'est-ce pas, démontrer, établir ce rayonnement. Cela a heurté la sensibilité de ses confrères. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a eu des heurts, il y a eu des clans. Et je vous assure que jusqu'à présent, il y a ces problèmes de clans dans les Lions indomptables. Moi, j'ai eu des confidences. Il faut que les Camerounais le sachent, que les gens disaient que comme c'est Eto qui est l'alpha et l'oméga de l'équipe, Eto va quitter par la petite porte. Voilà. Et que les gens refusaient de jouer. Et lorsqu'on a mis à l'attaque, il n'était pas fourni en passe. Il n'y avait qu'Asue Koto qui lui envoyait les passes. Les autres, ils driblaient, tentaient dans les goals. Et c'est pour ça que vous allez voir effectivement que Moukandjo, qui était très gesticulaire, il entrait seul et ainsi de suite. Asue Koto lui a demandé que mais il faut distribuer. Et il lui a dit fous-moi le camp. Donc, il y a des tranchées dans cette équipe. Et moi, j'ai dit,
moi, je crois qu'il faut raser tous ces gens. Il faut raser tous ces gens, Thierry. Il faudrait qu'on apprenne à prendre du temps pour former les jeunes. Vous voyez l'équipe du Ghana. C'est une équipe on a vu, dynamique, on a vu grandir aux Jeux Olympiques, ainsi de suite, les juniors, la CAN des juniors, ainsi de suite, qui est arrivée au sommet. Et je crois que, je vous le dis, je crois qu'il est important que lorsqu'on va dans des compétitions comme la Coupe du Monde, il faudrait que ce soit un entraîneur noir, un entraîneur africain. J'insiste là-dessus. Il ne faut pas me couper la parole quand nous disons des choses importantes. Je vais vous dire, que nous avons, j'ai géré le football à un petit niveau, des interquartiers. Ce n'est pas le jeu. Lorsque notre quartier était menacé, on partait voir le chef du quartier. Et ce que le chef du quartier nous disait, nous demandait de faire, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Mais il arrive que lorsque l'entraîneur est là, il est obligé de le savoir. Et ça ne crée pas une osmose. Ça ne crée pas une osmose. Et vous allez remarquer que toutes les équipes qui sont arrivées à un certain niveau, qui ont pris la Coupe du Monde, c'est effectivement les leurs qui sont entraîneurs. Dans l'équipe, il y a les états-majors. C'est une affaire de spiritualité. C'est une affaire de spiritualité. Lorsque l'équipe joue, l'église doit être derrière l'équipe, les aïeux sont derrière l'équipe. Il faudrait que ce soit homogène. Tout le monde doit le savoir. Mais justement, on sait à ce niveau que les Camerounais ont refusé, notamment les Lions indomptables, ont refusé le drapeau, le tricolore, les Camerounais qui leur avait été justement donné par le Premier ministre. Est-ce qu'à partir de là, ce n'était pas déjà un début d'échec la nation n'était pas véritablement unie autour des Lions indomptables. Ajouter à cela le problème des primes. Est-ce que tout cet environnement n'a pas quelque peu plombé la participation des Lions indomptables à cette compétition? J'espère que vous voulez parler du match de bénédiction. Oui, le match de bénédiction. Le drapeau a été justement refusé par les Lions. Mais écoutez, c'est à l'image du Cameroun. C'est à l'image de comment le Cameroun est géré. Comment vous parlez de... Et on n'a jamais humilié le Premier ministre. Ce sont les collaborateurs du Premier ministre qui l'ont humilié. Vous ne pouvez pas faire descendre un Premier ministre. Moi, j'accuse le protocole. Vous ne pouvez pas faire descendre un Premier ministre de l'estrade pour qu'il vienne remettre le drapeau aux joueurs sans vous rassurer que les joueurs sont sur le terrain. Vous ne pouvez pas le faire. Le système de renseignement a été défait ensuite. A été défait. C'est-à-dire le système, le protocole. C'est comme ça que le Cameroun est géré, Thierry. Moi, ça ne m'a pas surpris. Vous ne pouvez pas faire descendre un Premier ministre, qu'il vienne constater les dégâts et qu'il prenne le drapeau, qu'il remette même pas à un Allemand. Mais c'est impensable. On doit remettre le drapeau aux combattants. On devrait remettre le drapeau aux combattants. À une certaine mesure, remettre peut-être au ministre des Sports, qui est pratiquement le chef de la délégation des Lions indomptables. On ne l'a pas fait. Que c'est le professeur Joseph Ouna, oui, le ministre oui, sports. je dis c'est quand même sur le plan gouvernemental. C'est lui le patron. Au-delà de la FECAFOOT, c'est quand même lui le patron. On pouvait lui remettre le drapeau en disant c'est toi qui accompagnes ces poulains, tu tiens le flambeau. Mais je dis donc, c'est à l'image de comment est géré le Cameroun. Pourquoi? Parce que, je le disais tantôt, vous faites descendre un Premier ministre de la République sans vous rassurer que tous les feux sont ouverts. Ce n'est pas Eto'o. Eto'o était dans son rôle. Vous êtes le porte-parole d'un groupe de personnes, c'est-à-dire des joueurs, qui vous soumettent leurs doléances, qui vous disent capitaine, nous avons tel problème. Si ce n'est pas résolu, nous n'allons pas sur le stade. Il transmet simplement vos doléances à la hiérarchie. Un jour avant, j'ai pu entendre un certain nombre de personnages dire, un jour avant, il avait fait des déclarations en disant tout va bien. Mais on lui a rassuré, on a dit Eto'o, tout va bien, vos primes sont calées et tout et tout. Il a fait la déclaration, il a dit non, tout va bien, on va aller. Après, il s'est rendu compte que rien n'était rien n'était au beau fixe. Et c'était normal que les joueurs se rétractent. Moi, j'entends ici un certain nombre de personnages dire ils ont pris 56 millions de francs. Mais attendez, Thierry, vous êtes journaliste, vous êtes payé pour ça. Mais si vous trouvez que les footballeurs gagnent plus, mais laissez le journalisme, vous allez jouer au football, vous aurez les mêmes 56 millions de francs. Mais c'est leur salaire, Thierry Niopé. C'est leur salaire. J'aurais pu comprendre qu'on puisse nous dire si ces Lions si vous gagnez le match contre le Mexique, ou alors si vous allez au second tour, et par ailleurs, ce qui a été prévu, vous aurez 10 millions de francs. Et que vous ne gagnez pas le match en question, quand vous remettez les 10 millions, dans ce cas, vous pouvez rembourser. Mais les primes, les 56 millions qui ont été remis aux Lions, c'est un fait normal.
C'est un fait normal. Et j'ai trouvé très normal même que ces gars font de la grève pour réclamer leurs 56 millions de francs. Parce que c'est comme ça qu'est géré le Cameroun. C'est-à-dire ils ont en faisant cette revendication, démasqué une certaine fourberie qui a cours dans la gestion des hommes au Cameroun. Justement, vous avez un ministère des Finances, vous avez un ministre des Finances qui se prend la tête, qui met à disposition l'argent qui n'est pas par ailleurs son argent, toujours en retard. Et c'est en ça qu'on s'en tient aujourd'hui. Vous n'avez pas, M. Ngekam. Toujours est-il, André Luther Meka, que nous avons remarqué que les Lions indomptables ont beaucoup chuté depuis 2010, pratiquement. C'était 2010. Depuis 2010, les Lions indomptables. Depuis 2002. 2002, selon vous? Oui. Depuis 2002. Corée-Japon. Justement, on se rend compte c'est ça la vérité. Selon vous, cela fait pratiquement 12 ans. Pourquoi jusque-là les choses ne se sont pas suffisamment améliorées, l'environnement ne s'est pas quelque peu dépouillé de tous ces caquins qui empêchent justement aux Camerounais de rêver comme ce fut naguère le cas? Bon, d'abord, il faut le savoir, hein, nous avons des informations. La sélection, il n'y a pas de sélection dans les Lions indomptables, c'est la cooptation. C'est la cooptation, c'est-à-dire que vous êtes coopté et on oriente votre sélection. Parce que je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui jouent, qui veulent jouer dans les Lions indomptables, qui n'y arrivent pas. D'abord, la polémique qui est arrivée, le petit Kanambik l'a dit. Vous savez très bien que Eto'o allait au mondial, il avait mal aux pieds. Makoun allait au mondial, il avait mal aux pieds. Donc, on se demande, le petit Kana s'est demandé pourquoi lui. Même Aurélien Tchedjou aussi. Le petit Kana s'est demandé pourquoi lui, pourquoi pas les autres. Donc, il faut savoir qu'il faudrait que ce système de cooptation des Lions change. Et il faut aussi balayer notre maison en termes de football. On a parlé de la ligue professionnelle, mais cette ligue doit travailler. C'est à travers cette ligue professionnelle que nous allons recueillir les fleurons, la fine fleur des jeunes footballeurs et dont on va encadrer, qui va monter jusqu'aux Lions indomptables. Parce que le véritable problème, c'est que lorsque nous sommes à la recherche, on copte les joueurs qui sont déjà arrivés, excusez-moi du terme, qui sont déjà arrivés, qui touchent le milliard, qui sont dans les centaines de millions. Mais ces gars, quand ils viennent, ils jouent, mais ils jouent sur business et ils ont aussi l'ego. Donc, il est important que le Cameroun fabrique ses propres jeunes. Et pour les fabriquer, il faudrait que nous ayons un championnat et que nous ayons bien sûr les cadets, les juniors, et les A', B', pour que cela fonctionne normalement, pour qu'on puisse les récupérer en avant. Et il faut donner le temps à l'entraîneur de travailler. Voilà. Il faut donner le temps à l'entraîneur de travailler. Thierry, quand vous voulez toujours... Il faut donner le temps à l'entraîneur de travailler. Voilà. Est-ce que vous savez que la seule médaille que nous avons eue dans le monde, au sommet de la finale des Jeux Olympiques, c'était Jean-Paul Akono. C'était qui? C'était un Camerounais. Il faut donner la chance à un collège d'entraîneurs camerounais qui va travailler à moyen terme 5 ans, à long terme 10 ans, et on dit on refonde le football camerounais. Lorsqu'on va toujours piper, coopter les personnes, on va aller chercher des jeunes, et forcer la nationalité, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il faut un travail de fond qui va prendre du temps et qui pourra aboutir. Voilà, justement, là, on a parlé de Matip, peut-être n'a pas voulu parler également de Choupo-Moting. Ce sont des Camerounais quand même qui ont été cooptés, formés ailleurs, alors que sur place, on pouvait quand même définir une politique capable de donner la fine fleur des footballeurs de race, comme ça est comme cela a été le cas avec Manga Ongene, Koundé Emmanuel, Kanambik et les autres justement qui ont été puisés dans les championnats locaux. Pourquoi jusqu'à présent rien n'est fait à ce niveau? Est-ce qu'il faudrait penser peut-être aux états généraux du sport ou du football? Ça ne servira à rien, Thierry. Si vous lisez les textes sur la promotion du football à la FECAFOOT, vous trouverez que ce sont de très bons textes. Mais rien n'est appliqué. Il y a le football jeune qui n'existe pratiquement pas, Thierry. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il y a le football jeune qui n'existe. Je parle maintenant ici en tant qu'éducateur sportif. Il y a le football jeune qui n'existe pratiquement pas. Alors que c'est pas là pour préparer. André Luther a parlé de la transition. Pour préparer une transition, on fait comment? On prépare la pépinière. On prépare la pépinière, on l'anime.
on l'anime, on se rassure que la coordination est bien faite. Il n'y a pas de magie. Si vous allez chez les minimes, vous faites un bon championnat des minimes, tout le monde verra que ça fonctionne et détectera forcément les talents qui vont aller chez les cadets, après chez les juniors, après A' et décidément chez les seniors. On n'aura pas de surprise. Pourquoi en Espagne? C'est-à-dire il y a des révélations. C'est-à-dire on est comment dirais-je, on n'est pas surpris. Il y a une traçabilité. On n'est pas surpris de voir des gars, c'est-à-dire émerger. C'est-à-dire, ce n'est qu'au Cameroun, je vais vous dire une chose, ce n'est qu'au Cameroun que lorsqu'un joueur réussit à l'international, qu'on se souvient qu'il jouait à Nubel, il jouait à Bepanda, on commence à chercher. Il n'y a même pas de vidéo, parce qu'il n'existe pas une sorte de traçabilité. Or, alors que chez les Européens et un tout petit peu ailleurs, quand vous avez un Lionel Messi, on est capable de vous dire que Lionel Messi était en club, était dans un centre de formation. Oui. Vous avez toutes les vidéos. C'est-à-dire, il a été suivi. Mais au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne fait même pas la promotion de nos centres de formation qui existent un tout petit peu partout. Donc, moi, je dis que c'est un tout petit peu lamentable et que il faudrait que nos gouvernants se penchent sincèrement sur le dossier, revenir à la refondation, pas la refondation, à réveiller le football jeune, qui n'existe pratiquement pas, réveiller le football jeune, se rassurer qu'elle marche normalement et en faire la promotion. Déjà, dans ce sens, nous ne serons pas à aller coopter des joueurs ailleurs. Nous aurons des bonnes pépinières que nous avons eu le temps d'arroser, qu'elles germent et que nous la voyons fructifier. Justement, peut-être pas inoculé comme dirait le virus du patriotisme. Oui. À l'époque, il y avait les coupes qui n'ont pas disparu. Qui n'ont pas disparu, mais qui n'ont plus la même ampleur. Qui n'ont pas la même ampleur. Quand j'étais petit, j'ai joué un match avec Coca-Cola de Bonamoussa. Il y avait quelqu'un là qui me faisait balader, il s'appelait Alain Boumson. Il jouait dans Coca-Cola de Bonamoussa. Donc, ça travaillait et on voyait des jeunes qui émergeaient et qui étaient encadrés. Alors, on va peut-être sortir par là. On sait que les Lions ont toujours occupé une place privilégiée dans le cœur du chef de l'État, qui les a toujours pris pour modèle avec le spectacle pitoyable que nous avons observé tout au long de cette compétition, de ce mondial. Est-ce que le chef de l'État pourra encore se gargariser ou bomber le torse en les prenant pour exemple, qu'est-ce que lui, en tant que premier Camerounais, comme on a l'habitude de l'appeler, qu'est-ce qu'il devrait faire justement pour redonner justement du blé à moudre aux Camerounais qui ont jusqu'ici pris le sport ou le football comme l'opium du peuple? Non, vous savez, le président Biya est un sage. Un sage africain, il sait agir à temps. Et je dis même, je suis à son école. Je suis à son école parce que, vous savez, le temps résout beaucoup de choses. Lorsque vous avez un ennemi, si vous lui laissez le temps, vous allez pouvoir voir la manifestation de sa méchanceté ou la manifestation de son plan. Je crois qu'il faut avoir une maîtrise de soi pour comprendre cette philosophie qui est tellement philosophique. Et je crois que si le chef de l'État avait l'habitude de prendre des exemples sur les Lions indomptables, parce que les Lions indomptables donnaient figure d'exemple. Mais aujourd'hui, ne peut plus prendre l'exemple sur les Lions indomptables parce qu'effectivement, ils ne représentent plus l'exemple. Et tout ce que nous avons dit aujourd'hui concourt à ce que nous allons dire, Thierry, ce qu'il faudrait une refondation, pas une reformation. Une refondation. Qui suppose qu'on fasse tabula rasa? On doit faire tabula rasa du football camerounais. Là, dépiécer ce football et le reconstruire. Et le reconstruire dans le fond, c'est-à-dire en mettant des structures d'encadrement, en mettant un conditionnement qui permet en sorte qu'en amont, nous puissions avoir un football bien établi. Et cela passe par une refondation. Il faut qu'il y ait un brainstorming sur le football camerounais. Je suis d'accord sur les états généraux du football, même si nous savons que parfois les états généraux, c'est bon pour les archives. Mais je suis d'accord pour les états généraux. Et je suis d'accord pour qu'on commence déjà à mettre un quota
de nombre de joueurs locaux qui doivent jouer dans l'équipe nationale. Cela permet, ça stimule. Parce que vous n'allez pas faire une ligue de football professionnel national et que dans les Lions indomptables, il y a 95% de joueurs professionnels. Alors, vous dites 50-50. Et ceux qu'on prend ici sont les meilleurs. Et vous allez voir comment les enfants vont se moustiller. Les enfants vont se déployer sur le terrain pour mériter cette place-là. Je crois qu'à mon humble avis, voilà ce que nous pouvons faire. Et je suggère véritablement au père de la nation, qui est un sage africain, de jeter un regard sur les Lions indomptables. Même comme je sais qu'il y a un complot qui voudrait que rien ne marche pour montrer que le renouveau que je soutiens à corps et à cri ne peut rien faire. Mais nous allons surpasser ces épreuves. On a compris quel est votre avis sur la question, ça par là. Écoutez, est-ce qu'il faudra balayer toute l'équipe nationale ou non, mais je vous ai dit que c'est quelques grains qui peuvent quand même donner encore satisfaction au Cameroun. Oui, mais c'est à l'image de tout ce qui s'est passé, à l'image de la gestion du Cameroun que soutient. Dans le Cameroun est mal géré, oui, tout comme le football. Mais c'est ça. Non, mais Que soutient André Lutemeka. C'est-à-dire vous avez un président de la République qui a des lieutenants qui jouent mal le jeu, c'est ça la vérité, qui jouent pour eux et non pour lui, et non pour le peuple. Et c'est toujours la faute du président. Voilà. Non, je n'ai pas Quand dit c'est à l'image de la nation. Égoïstes. Oui, mais c'est à l'image de la nation, c'est-à-dire qui passe le temps à faire des complots contre les joueurs au lieu de s'occuper de la question du football. Vous avez une histoire, une élection à la FECAFOOT qui n'arrive jamais. C'est-à-dire où on a confié à des agrégés en tout, qui depuis plus d'un an, n'ont pas pu refaire les textes, alors qu'ils auraient pu faire ailleurs, ils auraient pu le faire. Fait les tests. Ah non, mais pourquoi on n'a pas d'élection? Mais pourquoi on n'a pas d'élection? C'est-à-dire qui ont contraint la FIFA? Parce qu'il ne faut pas accuser la FIFA dans cette histoire. C'est-à-dire ils ont contraint la FIFA, ils ont dit à la FIFA, nous n'avons pas fini. Et du coup, la FIFA s'est sentie obligée de prolonger. Justement, la FIFA à ce niveau a souligné que le travail a suffisamment été fait. Non, vous savez, a suffisamment évolué et que... non, Thierry, la technique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme si Bayrou Fadil vous confiait la préparation de cette émission. Il vous dit, vous avez 2 heures pour préparer cette émission. À moins de 5 minutes, Bayrou Fadil vous dit, est-ce que l'émission est prête? Vous lui dites, monsieur le président, l'émission est prête. Bayrou Fadil ne va pas vous dire, allez faire l'émission même quand l'émission n'est pas prête. Il va vous dire, est-ce qu'il vous faut encore combien de temps? Vous dites, il me faut encore 1 heure. Il vous donnera les 1 heure. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Le temps de préparer ceux qu'ils vont placer là pour continuer la mafia. C'est de ça qu'il est question. Donc le problème du football camerounais n'a nullement été n'a pas été aujourd'hui. Et ils ont mis totalement de côté Roger Mila qui n'a cessé de leur dire la vérité en disant il ne connaît rien, il n'est pas là à l'école. Mais que font les agrégés dans les problèmes de football? Qu'ils aillent dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils font derrière les footballeurs? Qu'ils aillent dans les amphithéâtres. C'était une parenthèse. Et je finirai par... Non, ils ont montré leurs limites. Ils ont montré... Et je finirai par dire qu'il faudrait qu'au Cameroun, on apprenne à résoudre les problèmes de fond et non sur la forme. Éliminer les affrontements entre des personnes et poser les réels problèmes. Les réels problèmes. Sinon, le Cameroun fonctionnera, je dis de façon globale. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Oui. C'est quand même vrai qu'André insiste. Hein. Mais toujours est-il, ou peut-être en quelques secondes, on a quand même remarqué. Il est dans sa posture du On a quand même remarqué, M. Gekam. Il est dans la posture du défendeur du renouveau. Ce n'est pas, je ne l'en veux pas pour ça. Il est dans son rôle. Prince Gekam, excusez-moi, mais vraiment, il est dans son rôle. Vous devez savoir, en tant que jeune entrepreneur, que lorsque vous êtes dans un poste, vous avez la responsabilité de ce poste. Vous avez la responsabilité de ce poste. Alors, il advient que, et le chef de l'État l'a dit dans son discours, que les gens sont égoïstes et pensent à leurs intérêts personnels. C'est ce que je crois que la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Pourquoi il ne sanctionne pas? J'ai dit tantôt, André Luther, que c'est le lieutenant joue contre lui. C'est le lieutenant joue contre lui pour eux. Non. Pourquoi dans ce cas, il ne joue pas contre lui. Pourquoi dans ce cas, le président bien il joue contre le peuple. Mais c'est ce que j'ai dit. Je vais chuter. Le moment où il va frapper,
vous serez encore les mêmes à venir sur le plateau dire que c'est politique, qui ne devait pas frapper. Non, pourquoi mais pas? c'est ce qu'on écoute tous les jours non, ici. Si les faits Lorsqu'on arrête les détourneurs de forme aujourd'hui, il y a des gens qui marchent au nord, il y a des gens qui marchent je suis d'accord pour les à sanctions. l'ouest. Si les faits sont établis, je suis d'accord pour les sanctions. D'accord, monsieur, on s'est compris à ce niveau. Nous voulons donc conclure en disant que le chef de l'État, c'est lui qui supervise et il a toutes les clés devant lui pour pouvoir agir. Et justement, on attend qu'il réagisse. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris parce que je crois qu'il est très attaché au football, de voir ce qui va se passer par la suite. On ne peut rien attendre. Une chose est sûre, nous reviendrons ici après le retour des Lions indomptables, probablement après le match de demain, peut-être d'ici à mardi. Ils reviendront au Cameroun. Et une fois de plus, peut-être des deux nationaux reviendront directement au Cameroun. Les autres partiront dans leur pays respectifs où ils jouent en club. Et les Camerounais, une fois de plus, vont se replonger dans leur train-train quotidien, fait justement de paupérisation et de tout ce que l'on peut imaginer autour de la gestion des hommes et des biens dans notre cité. Ce n'est pas pour attaquer André Tombeka sur le coup, mais c'est quand même ce qu'on observe au quotidien. Avec votre permission, nous allons parler maintenant de la nomination. Je le disais encore il y a peu, une fois de plus, de nouveau directeur général à la tête de la Compagnie nationale de transport aérien, Camarco, à la personne du Camerounais Jean-Paul Nana Sandjo, précédemment administrateur nommé par le chef de l'État au sein de cette compagnie il y a quelques mois seulement. Il remplace à ce poste son compatriote Frédéric Boto Edimo, qui n'aura passé qu'un an à la tête de cette compagnie, respectivement comme directeur général adjoint et directeur général. Je vous propose de revenir justement sur cette actualité avec ce reportage qui nous vient de la réalisation. Parler d'une structure en pleine tourmente rappelle cette Camerco qui ploie sous un lourd endettement estimé à 10 milliards de francs CFA. Ce chiffre est revenu plusieurs fois sur les lèvres des parties prenantes aux travaux du conseil d'administration tenu ce jour, disent des sources bien introduites pour éviter le crash de la compagnie aérienne qui ne connaît malheureusement pas une bonne actualité depuis quelques semaines. En effet, la saisie du Boeing 737-700 que la Camerco exploite en location le samedi 7 juin 2014 dernier à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle à Paris par son propriétaire Aviation Capital Group pour facture impayée par la partie camerounaise mettait déjà le directeur général sur ce départ devenu une réalité ce jour. Pour rappel, la structure américaine réclamait au moment de la saisine la somme de 1,3 milliard, soit 765 millions de francs CFA. À ce cliché, l'on ajoute l'absence d'aéronefs propres, hormis le déjà revenu il y a quelques jours d'Éthiopie, où il était en maintenance, mais surutilisé et ne pouvant toujours pas relever le défi de concurrence face aux compagnies étrangères. Le personnel lui-même était déjà en grève il y a quelques jours encore pour mauvais traitement et dénonciation des écarts de gestion. Au-delà donc de la carte politique qui semble jouer en sa faveur, le maire RDPC de Bazou, Nana Sandjo, qu'on l'on présente comme un spécialiste de l'aviation, est attendu pour se mettre rapidement au travail afin d'atteindre les objectifs que l'on se fixe depuis quelque temps déjà, à savoir redorer le blason de cette structure qui doit être la véritable étoile du Cameroun visible dans le ciel. Ceci en attendant les directives qui lui seront données le mercredi 25 juin 2014 prochain lors de son installation à Douala, la capitale économique du pays. Une installation qui sera certainement très courue comme on l'avait déjà vu le 11 septembre 2013 lors de l'installation de son prédécesseur. Il est à rappeler que la Camerco est une compagnie aérienne à capitaux publics qui envisage depuis plus d'un an d'ouvrir son capital à hauteur de 51% des parts. Merci à Constant et Collet, justement, qui revenait sur cette actualité qui a été rendue publique vendredi dernier. Jean-Paul Nana Sandjo est désormais le nouveau directeur général de Camerco. Il remplace Frédéric Boto Edimo, qui a été malheureusement remercié par le conseil d'administration. Monsieur Aristide Ngueka, vous suivez également de près, c'est sûr, cette actualité. Qu'est-ce qui peut expliquer le limogeage de Frédéric Boto Edimo? Ben écoutez, il faut déjà faire remarquer aux téléspectateurs que Nana Sandjo est pratiquement le 4e directeur général. Je l'ai souligné tout à l'heure. Ouais, en l'espace de 3 ans pour la compagnie camerounaise, notre fierté nationale. Ce qui peut justifier pour ceux qui ont suivi cette actualité comme moi de près,
Vous savez, vous avez un directeur général qui est arrivé à la tête de la compagnie en septembre et qui, en moins de 9 mois, est limogé. André Luther, ici, a dit qu'il fallait que le sage, qui est son président, prend son temps. Notre président prend son temps pour agir. Moi, je pense qu'il n'a pas attendu longtemps, cette fois-ci, pour agir, parce que si ceux qui ont suivi cette actualité, il en était de trop. Vous avez un directeur général, je n'ai rien contre lui, ce sont des faits, et qui a été installé en grande pompe en septembre parce que l'opinion ou alors le conseil d'administration auparavant avait estimé que les précédents directeurs généraux n'avaient pas fait leur travail et avaient versé dans le spoliage de la compagnie. C'est-à-dire, au lieu de servir la compagnie, ils se sont plutôt servis. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous avez un Mathis Bointier, le troisième directeur général, qui est le deuxième directeur général, qui est... Non, il était le troisième, parce qu'il y a eu un premier directeur qui était Mitono, le deuxième qui était Alex Van Eyck. Mitono, c'est vrai, quand même, n'a pas véritablement géré la compagnie, parce que la compagnie n'avait jamais été lancée sous Mitono. C'était un directeur général, c'était sous décret présidentiel de son excellence Paul Biya. On parle depuis le lancement de la compagnie, c'était exactement le 28... je suis d'accord, Thierry. Non, le 1er avril 2011. Vous savez, l'histoire est toujours importante. L'histoire est toujours importante. Vous avez un directeur général, parce qu'il faut voir d'où... Oui, il y a eu Mitono, il y avait Alex Van Eyck, il y avait Boating, et puis Frédéric Boto Edimo. Pourquoi, avant d'arriver sur Boto Edimo, pourquoi Mathis Bointier est parti? Vous avez un directeur général qui est un Hollandais qu'on a présenté comme un expert des aviations, qui a géré... Tout comme Alex Van Eyck. Oui, qui a géré ci, qui a géré ça, mais qui arrive au Cameroun, qui veut nous enterrer. Moi, je parle comme ça, en tant que Camerounais, sans passion, qui veut nous enterrer. C'est-à-dire, André Luther, vous avez un directeur général qui s'est versé dans les délits initiés. C'est-à-dire qu'il y avait au moins 4 entreprises, qui avait des contrats avec au moins 4 entreprises. Et il se passait les mêmes contrats. C'est-à-dire, il passait, en tant que directeur général de la Cameco, il passait des contrats à ces différents... Avec votre permission. C'est important, Thierry. Avec votre permission. C'est impossible. On n'est pas en train de faire l'histoire de Cameco. On en parlera peut-être sur le temps le permet. Pour savoir pourquoi ce directeur général est parti. Oui. C'est-à-dire, vraiment quelques mots, parce qu'on n'a pas que ça. En résumé, vous avez un directeur général qui a été limogé pour sa mauvaise gestion, et qui s'est versé dans les délits initiés pour spolier la Cameco. Est-ce ce qui a également conduit au départ de Boto Edimo? Tout le peuple camerounais entier dit ouf, un Camerounais. Enfin. C'est-à-dire, il aura la fierté, il ne versera pas, il ne spoliera pas son pays. Effectivement, le ministre, le professeur Robin Kilé, effectivement, a parlé de ce patriotisme qui devrait être mis au devant de la scène. Voilà. On l'a présenté avec tous ses faits d'âme, ainsi de suite. Il arrive en septembre, on fait un audit. C'est-à-dire, entre les administrateurs, on dit quel est le problème réel de la Cameco. On dit nous n'avons pas d'argent. La Cameco n'a pas d'argent. C'est-à-dire, pour faire concurrence sur la place aérienne, il faut de l'argent, il faut mettre des bouchées d'eau, il faut acheter des avions, il faut revoir les espoirs salariales, il faut revoir les aspects marketing et autres. C'est-à-dire, de façon consensuelle, le conseil d'administration décide qu'il faudrait une perfusion de 30 milliards de francs CFA, André Luther. Il faudrait une perfusion de 30 milliards de francs CFA pour que la Camer puisse décoller. Oui. Que la Camer puisse... Ce sont des faits. Oui, ce sont des faits. C'était en novembre, pour que la Cameco puisse véritablement décoller. Les administrateurs et le directeur général tombent d'accord sur ce fait. Il est question maintenant de recruter... Premier fait, il est question de recruter des consultants pour aller sur la place financière mondiale, chercher de l'argent pour mettre à la Camer pour que celle-ci puisse travailler. Maintenant, il faut des cautions. C'est-à-dire, on recrute, on fait un appel d'offres, on recrute des consultants. Nous sommes en février. On recrute des consultants. On leur dit, pour 30 milliards, le conseil d'administration fixe le cap. Pour les 30 milliards, nous voulons un intérêt de 5 à 6% remboursable pendant 10 ans, avec comme garantie l'État du Cameroun. Et le directeur général et le conseil d'administration sont d'accord sur le fait. Mais toujours a-t-il, M. Ngikam, avec votre permission, peut-être il faut le préciser. Permettez que nous le précisions. Oui, toujours a-t-il que l'État du Cameroun a également donné
la latitude justement aux responsables de Camerco d'aller prendre l'argent dans une banque bien particulière. Oui, c'est partout. J'ai dit même bien partout. particulière. Vous À quoi servaient justement non, toutes ces commissions qui avaient été créées? Quand je parle de ce ne sont pas là des postes non. Thierry, vous savez pour prendre davantage d'argent j'ai la chance d'avoir fait une bonne formation en management stratégique. Je sais de quoi je parle. Mais décemment, vous avez tout fait. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, on vous dit, pour chercher de l'argent, ce n'est pas forcément directement dans le banque. À ce niveau, l'État avait quand même précisé. L'État avait tout précisé. Oui, ça, c'est la précision. L'État avait tout précisé. C'est-à-dire, vous avez la latitude d'aller directement à la banque. Hein? Mais de commun accord avec le conseil d'administration, le directeur général a signé, c'est une autre signée du directeur général, concomitamment avec le président du conseil d'administration, qui demande de recruter un consultant qui va chercher. Ça se fait. Il y a les cabinets là qui le font. Ça se fait partout dans le monde entier. Qui va chercher de l'argent. Mais après les consultants recrutés, les consultants se mettent sur le terrain pour chercher de l'argent. Le directeur général estime qu'il a été lésé. Ça, c'est lui. Il écrit, il saisit la présidente de la République pour dire « Je n'ai pas été associé au recrutement des consultants ou alors pour aller chercher de l'argent. » La présidente de la République, d'André Lutin-Meka, lui dit « Bon, comme vous n'avez pas été associé, monsieur, c'est très bien. C'est vous le directeur général. Prenez vos responsabilités et allez chercher de l'argent. » De février, André Lutin-Meka jusqu'en juin, le directeur général n'a pas pu trouver les 30 milliards de francs. C'est une incompétence. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les consultants en question, je vais vous dire, les consultants... On ne va pas dormir sur la question. Je vous en prie. Je vais aller chronologiquement. Non, on n'a pas le temps pour les téléspectateurs comprennent pourquoi le gouvernement de la République et le gouvernement du renouveau d'André Lutin-Meka a limogé cet incompétent. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a limogé, c'est le conseil d'administration nommé certes par le gouvernement en partie. Et en quoi le gouvernement n'est-il pas concerné? On reviendra avec c'est le gouvernement de la République. Je parle pour résumer. Monsieur Nguiga, oui. Je dis pour résumer. Donc vous avez un directeur général qui est incapable de trouver 30 milliards alors qu'il y avait des consultants qui était prêt à trouver, en moins de 3 semaines, il avait déjà trouvé les 30 milliards. Donc c'est parce qu'il n'a pas trouvé 30 milliards qu'il a été négocié sur... Vous avez un autre fait. Vous avez un autre fait. Le DIA est allé en TXC. Ça, c'est le thème technique. En TXC 4. En TXC 4, en révision. C'est-à-dire vous avez un avion. Vous le savez, en tant que gestionnaire, vous savez qu'à tel moment, mon avion doit aller en réparation, en révision. Donc, il vous faut trouver un autre avion. C'est Boeing qui a arrêté justement ces dates. Non, mais c'est normal. C'est normal sur le thème technique. Sur le plan technique. Il faut juste les téléspectateurs comprennent. Laissez-moi parler, c'est très important. Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Vous devez donc, en tant que gestionnaire, vous devez prendre des dispositions pour louer un autre avion pour transporter vos nombreux passagers. Vous avez tout le temps. Le directeur général a plusieurs offres. C'est-à-dire, il a Ethiopian Airlines, il a Ethiopian qui lui fait une offre qui est à hauteur de près de 800 millions de francs CFA. Et vous avez une autre offre qui est à hauteur de 500 millions d'un loueur espagnol. Le directeur général André Lutin-Meka a 2 offres, c'est-à-dire les 2 offres financières. Mais vous dites qu'il préfère celui de 800 millions de francs CFA. Avec des raisons qu'il a avancées. Avec les raisons, j'arrive. Avec les raisons en disant, nous avons une convention avec Ethiopian Airlines, c'est vrai, dont nous préférons travailler avec ce qu'on connaît. Mais il se pose donc le principe de passation de marché. C'est-à-dire, il a en face de lui un directeur administratif et financier à qui il demande de faire le virement de 800 millions. Qui lui dit, André Lutin-Meka, mais je félicite ce gestionnaire, qui lui dit, monsieur le directeur général, c'est quand même, c'est pas 80 000 francs, c'est 800 millions de francs CFA. Donc il faudrait que, selon l'orthodoxie de gestion, il faudrait que nous saisissions le ministère des marchés publics. Le directeur général lui dit non, moi je ne saisis pas le ministère des marchés publics, je n'ai plus le temps pour ça. Alors que vous saviez que votre avion devait aller en révision depuis un bon bout de temps. Le directeur général intime l'ordre à son directeur administratif et financier de faire le virement de 800 millions de francs CFA. Le directeur administratif et financier lui dit, monsieur le directeur général, comme vous insistez tant, faites-moi une réquisition en disant, je vous ai présenté les 2 offres. Parce que si un jour le contrôle passe, on va demander à moi, le directeur administratif financier, pourquoi vous avez eu une offre de 500 millions et une offre de 800 millions, vous avez préféré celui de 800. Faites-moi une réquisition en me disant, malgré toutes vos observations, je vous demande de faire le virement de 800 millions de francs. Le directeur financier de ce braquet lui dit, monsieur le directeur général, je ne peux pas le signer. Et du coup, nous avons un manque d'avions et les passagers
sont en débandade. En fait, on est obligé Deuxième de faute. mettre le 737 sur le long courrier. Donc, sur le long courrier. je suis Et qui pareil, n'est pas d'accord. approprié, Monsieur et qui Guégam, n'est pas approprié pour le long courrier. Oui, il y avait des Deuxième arguments bout. que cela Vous posait. aviez, Vraiment, vous aviez permettez qu'on évolue. Thierry Niopé, Thierry Niopé, je vous en prie. peut-être Thierry on Niopé, je ira vous sur en la prie. suite tout à l'heure. Vous avez un troisième, vous avez, est-ce que vous savez, peut-être les Camerounais ne le savent pas, que l'avion, leur compagnie, l'un des avions de leur compagnie nationale est tombé en panne sèche à Garoua. Peut-être vous ne le savez pas. Est tombé en panne sèche à Garoua, avec à l'intérieur des hautes personnalités de la République. Le vice-président du Sénat, vice-président du Sénat, du RDPC, le premier vice-président du Sénat, le vice-premier ministre Amadou Ali, l'honorable Amadou Saleh, pour ne citer que les plus capés, étaient dans l'avion, ont passé plus de 4 heures de temps à Garoua. Raison évoquée, il n'y a pas de kérosène dans l'avion. Okay, c'était comme si c'était le cargo. On a compris cet environnement. Il faut comprendre. Thierry Niopé, je vous en prie. Thierry Niopé, je vous en prie. Je vous en prie. C'est important, vous me coupez, les téléspectateurs ne comprendront pas pourquoi le gouvernement a, pour une fois, a débarqué. On a compris en filigrane. On a compris en filigrane. Alors, monsieur André, c'est-à-dire, vous avez, et vous vous rendez compte, et vous savez ce qui s'est passé, ce sont les militants du RDPC. C'est-à-dire l'honorable Amadou Saleh, parce qu'on ne l'a pas beaucoup cité, qui a pris l'argent de sa poche pour payer le gars de Total sans publicité, que mon frère, c'est nous avons des rendez-vous, pour être payé par après. Mais c'est un management, ça, Thierry Niopé. Finalement, on a compris. Alors, vous avez un directeur général qui va de frasque en frasque. D'accord. Monsieur Nguigam. Qui va de frasque en frasque. Et moi, je pense que le conseil d'administration a pris ses responsabilités et a dit, ce monsieur va nous conduire dans des zones de turbulence et un jour nous arriverons au clash. Pour éviter donc d'arriver au clash, il a été débarqué. D'accord. Pour préciser un certain nombre de choses, merci. Vraiment, vous nous avez suffisamment brevet sur le scandale qui est en cours à Camerco. Toujours est-il que, selon les indiscrétions que nous avons reçues, l'ex-directeur général de Camerco, Boto Angong, précise, Boto et Dimo, je veux dire, précise justement qu'il a payé là le prix d'un conflit interne qu'il oppose à Kamel Foumou, le président du conseil d'administration. On le sait, l'ambiance était délétère justement au sein de cette compagnie, avec notamment la saisie des avions de Camerco. Vous ne m'avez même pas laissé parler de la saisie des avions à Paris. Et d'autres incidents. Vous ne m'avez même pas laissé parler de la saisie de l'avion. Vous m'empêchez de continuer. Qui a humilié le Cameroun, qui a sali l'image du Cameroun. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que l'avion du président Paul Biya est saisi à Roissy-Charles de Gaulle. Pour quelle raison? C'était pas son avion, je suis sûr que c'était le propriétaire qui a saisi parce qu'on n'avait pas payé. C'est avec quel emblème? C'est avec quel emblème? Ça fait le vert rouge jaune Thierry. C'est le drapeau du Cameroun qui a été saisi sur la place internationale. Et vous trouvez que c'est un fait anodin? Moi, je pense pas que ce soit un fait anodin. C'est un fait suffisamment grave. Ça montre aux yeux du monde que le Cameroun est un mauvais payeur. C'est-à-dire, on vous accuse, on vous dit qu'on a saisi votre avion parce que vous ne payez pas vos dettes. Mais permettez qu'on évolue. Mais c'est suffisamment grave. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Vous êtes énervé, je ne suis pas énervé. Je ne suis pas énervé. C'est parce que vous m'empêchez de dire aux Camerounais ce qui est vrai. 3 ans seulement après le lancement d'une compagnie comme celle-là, tant que c'était le 1er avril 2011 que Camerco a été lancé, un peu tout le temps que nous avions sur la question. 3 ans seulement, disais-je, après son lancement, on sait que la compagnie a déjà procédé au changement de 4 directeurs généraux de manière opérationnelle. C'est vrai, on ne citera pas Gilbert Mintono. À ce niveau, 4 directeurs généraux, quand même, c'est beaucoup. Est-ce à dire qu'on ne paye pas là le prix de la précipitation et de la mauvaise gestion des affaires? Bon, disons que pour que cela n'ait pas l'air d'un acharnement, en la personne de Boto et Dimo, il y a quand même une récurrence des fautes de gestion dans ce pays depuis un certain temps. Et en tant que jeune chercheur, parce que je fais dans la recherche également, j'ai l'impression que lorsqu'on est l'aboutissement des réseaux, et on a l'impression que lorsqu'on arrive par un réseau, et soit dit en passant, ce réseau soit puissant, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et j'ai l'impression que la lettre que le chef de l'État donne, c'est que à ses yeux, il n'y a pas de réseau aussi puissant que ça. Je vous fais la lecture comme ça, pour vous faire comprendre qu'il y a des batailles, des nuits de longs couteaux pour faire nommer telle ou telle personne. Vous avez encore souvenance qu'il y a eu des réticences par rapport à la nomination du DG du chantier naval.
Donc, je crois que c'est véritablement ça, la société des réseaux. Et vous avez vu, moi je crois qu'il a une parfaite maîtrise des dossiers. Il y a la sous-traitance des pilotes. Il y a ces décalages horaires pour prendre des avions. Il y a le passager arrive, les bagages restent derrière et puis on n'arrive pas à retrouver des bagages. On ne trouve pas les bagages. C'est le ministre des Transports qui envoie son secrétaire particulier pour payer le transport à hauteur de 50 000 francs. C'est aux passagers. Mais c'est l'image du Cameroun, Thierry. Donc, il y a eu un certain nombre d'écarts. Il y a eu un certain nombre d'écarts dans cette organisation. Et il y en aura toujours lorsque celui qui a été proposé par le conseil d'administration n'a pas été proposé dans les règles de l'art, en tant que technicien, en tant que celui qui a un cahier de charge, une mission. Ce que moi j'ai appris en management, c'est que lorsque vous êtes nommé, vous avez un cahier de charge. Un cahier de charge qui est évalué à moyen, court terme, long terme. C'est ce que moi j'ai appris en management. Moi je suis surpris aujourd'hui qu'un monsieur arrive dans une société comme celle-ci, multiplie les écarts sans qu'il ne soit interpellé. Je me demande où était le contrôle supérieur de l'État. Il était interpellé, mais il n'en faisait qu'à sa tête. Monsieur Nguega, vous permettez. Nous ne parlons pas exclusivement du cas Ferdinand Boto et Dimo. Non, puisqu'il s'agit... Il y a Mathias Boating, il y a Alex Van Eyck. Mais il y en a qui ont été limogés pour des détournements de fonds. Les deux Néerlandais étaient limogés pour les détournements de fonds. Donc on avait l'impression que... Comment cela peut-il s'expliquer? C'est-à-dire que justement nous sommes dans un pays qui est mal géré, où le pouvoir coercitif est vous parlez du football ici, que c'est à l'image du Cameroun. C'est ça le Cameroun. Quand vous dites que vous comment est-ce que le décret du chef de l'État est aussi galvaudé, foulé aux pieds? Je vous ai fait une lecture simple. Je vous ai dit que nous sommes dans une république des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui se sont constitués. Cela existe dans tous les pays, mais on prend quand même des précautions que ce soit effectivement des gens compétents qui défendent les idéologies et les réseaux. Mais le véritable problème ici, c'est qu'il paraît que c'est l'ascenseur, c'est-à-dire que si tu as servi, tu dois servir et tu dois redonner l'ascenseur. Et c'est ça qui plombe. Donc, est-ce à dire que les réseaux au Cameroun ont pris l'État en otage? Mais c'est la vérité. Mais c'est le président Biya qui le dit même dans son discours. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que dernier recours? Mais il sanctionne. Voilà M. Boto Angon qui a été sanctionné. Boto Edimo qui a été sanctionné. Il sanctionne. Et c'est pour ça que tous tous les jours, quand j'arrive... Ce n'est pas un peu trop? Non. C'est pas... il faut sanctionner. C'est pas il faut la gestion de l'opacité, le règne de l'amateurisme, de l'aventure? Non. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on ne peut pas, pour une fois, prendre un bon directeur général sur la base des canons bien connus, sur la base d'un CV suffisamment étoffé et vérifié? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on recrute, après on constate que non, il était incompétent, pour qu'on le remplace? Je ne suis pas dans le secret secret de Dieu. Je suis en train de vous dire, et il faudrait prendre date et acte, que dans la société des réseaux, il faut lire la société bloquée de Crozier. Il y a des apparatchiks qui contrôlent le système social, qui font ce qu'on appelle en sociologie la fabrique sociale. Et lorsque vous n'entrez pas dans ce canevas, vous n'êtes pas éligible. Mais il y a un très bon roman de Monon Diana, Les vampires du gauche-temps. Lorsque vous n'êtes pas dans ce logiciel social, vous n'êtes pas éligible. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on parvient à propulser, à injecter quelqu'un dans le système, il devient un vice-dieu, il devient un tout-puissant, sachant qu'il a un réseau très puissant. Donc, je me dis que si on entre dans le management et que dès lors que vous êtes nommé, vous avez un cahier de charges qui doit être évalué chaque année, et lorsque après 1, 2 ans, vous n'arrivez pas, vous êtes naturellement, vous déposez votre démission. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais conclure en disant, vous ne me permettez que j'ose croire, et j'en suis certain que M. Nana Sanjo, qui vient d'être nommé, et d'après ce que j'ai lu, a quand même le profil de l'emploi. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais journaliste. C'est quelqu'un de très méticuleux. Je vous assure, j'ai fait une interview avec lui, il a relu tous les mots et il a essayé. Donc j'ai vu en lui un travailleur, un bosseur, et je crois que ça ira.
Alors, permettez que je vous reprécise une deux petites choses, M. Ngikam. Apparemment, vous êtes suffisamment intéressé par ce dossier. On sait quand même que le maire de Bazou, parce que M. Nana Sanjo est par ailleurs maire de Bazou, très connu également dans le milieu culturel, pour avoir apporté du sien dans l'édification de la musique camerounaise, notamment à travers son mariage avec Grace Deka, que nous épargnons justement dans le cadre de cette émission. Parlons justement de Nana Sanjo. Est-ce qu'il a le profil d'emploi? On a écouté dans d'autres médias où il est présenté comme un vendeur de billets dans une agence. Est-ce qu'il a véritablement le profil d'emploi? On sait qu'il est un spécialiste de l'aéronautique, mais c'est tout ce qu'on... Son CV, pour l'instant, n'est pas encore mis à la disposition du grand public. Non, mais c'est mal connaître l'homme. Peut-être, vous savez, quand vous avez un cabinet, c'est-à-dire, vous savez, les Camerounais aiment le matu vu. Les Camerounais aiment, c'est le propre des Camerounais, les Camerounais aiment le matu vu. Les Camerounais aiment ceux qui bavardent beaucoup. Vous avez un Nana Sanjo qui est, comme vous avez dit, il est un expert des questions aéronautiques. C'est-à-dire, il a un cabinet qui a été établi aux États-Unis. Peut-être les gens ne le savent pas. Qui travaille avec Boeing, qui travaille avec toutes les grandes compagnies. C'est un monsieur, vous avez un monsieur qui est diplômé, qui a un PhD en aviation. C'est-à-dire diplômé des écoles européennes et américaines. Ceux qui parlent de vente de billets, peut-être ne le connaissent pas. Ils devraient plutôt se rapprocher peut-être de ceux qui l'ont nommé pour évidemment voir son CV. C'est-à-dire vous avez un consul, c'est comme les cabinets d'expertise comptable et autres. Vous avez un monsieur qui a un cabinet on nous reproche également ses amitiés avec le secrétaire général président. Non, mais attends, Thierry. Mais il n'a pas le droit d'avoir des amis. Finalement, dans ce pays, je veux vous poser des questions. Mais moi, j'ai des amis partout. Exemple, vous allez me reprocher en tant que journaliste d'avoir des rapports avec toutes les personnalités de la République. Je pense non. Dans l'exercice de mes fonctions, vous devez avoir... Donc, il a été nommé sur la base de ce qu'il peut apporter à Cameroun. Mais écoutez, ce monsieur, à ce que je sache personnellement, a pratiquement relevé la Cameco à une certaine époque, la Camé, l'ex-Camé à une certaine époque. Comment? Avec la livraison des pièces détachées. Alors que nous n'avions pas l'argent pour payer. Alors qu'à l'époque, nous n'avions pas de l'argent pour payer. C'est-à-dire qui était un organe consultatif que les dirigeants de l'ex-Camé consultaient pour qu'ils les approvisionnent en pièces détachées. On ne peut pas dire qu'il est un inconnu sur la place de l'aviation. Et il le fait partout, au Gabon, à l'international, que ce soit à Londres et partout. Okay, il est connu dans vous savez, le métier de l'aviation, c'est un métier... Le métier de l'aviation, c'est un métier select. C'est un métier select. Et le groupe de professionnels qui exercent, ils se connaissent tous. Et si vous vous interpellez les professionnels de l'aviation, je ne pense pas qu'un professionnel sérieux ne dira pas qu'il ne connaît pas. Toujours est-il que d'autres personnes qui ont été présentées comme des experts ont été nommés au Cameroun alors qu'ils ne l'étaient pas, alors qu'ils se connaissaient. Moi, je pense bon, vraiment, on va sortir par là. André Domeka, à l'allure, moi, je pense au regard de ce CV, moi, je pense que le directeur général a l'avantage. Je pense que le directeur général, en 2 secondes, le directeur général, qui est Nana Sanjo, a l'avantage d'être administrateur depuis un certain moment, qui a vécu au quotidien les problèmes de la compagnie, qui était membre du comité de gestion. Parce qu'André Domeka a parlé d'évaluation, qui était membre du comité de gestion, qui était l'administrateur délégué pour être membre du comité de gestion de Cameco. C'est-à-dire qui était ceux-là qui rappelaient le directeur général à l'ordre pour ses écarts de gestion. Il est dans une maison qu'il maîtrise. Qu'il maîtrise bien. Il y avait un système... Okay. Au regard de ce profil, pour ajouter de l'eau de moulin à André Domeka a parlé ici. Non, c'est important. D'un problème d'évaluation. C'est très important au Cameroun. C'est-à-dire on nomme quelqu'un, on tourne le dos et on ne contrôle plus son action. D'accord. Le président du conseil d'administration, Edouard Ankame Foumou, avait institué ce type ce modèle de management à la Cameroun. Avec votre permission, après faire des évaluations. On en parlera. Et le directeur général... après l'installation de M. Nana Sanjo, on en parlera. Vraiment pour sortir, au regard justement de ce profil, est-ce qu'on a de fortes raisons de croire que Cameco sortira enfin de la zone de turbulence? Moi, je crois qu'il y a espoir. Il y a espoir par rapport à Nana Sanjo, que je connais très bien, qui est bosseur, et dont les qualités d'expertise ne sont pas à démentir. Mais il ne faudrait pas qu'il entre dans les travers. Parce que les travers de l'administration, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez, on vous contamine l'esprit
la culture, les intrigues du milieu et les intrigues. Je crois qu'il doit d'abord avoir au moins un mois d'observation et agir et ne pas entrer dans la logique. Je crois qu'il faut une révolution permanente à la CAMER et je crois qu'il va y arriver parce que je vous dis, de mémoire de journaliste, j'ai été très, très frappé par sa rigueur et par sa munitie. D'accord, merci André Luther Omeka pour votre participation de fois de plus. C'est un plaisir. Hein. Monsieur Ngeka, merci. Moi, je pense qu'au-delà de merci, merci d'avoir. On a plus de temps. Malheureusement, il faut remettre la sérénité dans la maison. Vous savez, un directeur général qui part avec forcément des lieutenants et qui ne voudrait pas venir faire la chasse aux sorciers. Il faut remettre d'abord la sérénité dans la maison. Analyser froidement les problèmes de la maison et de faire des projections. Et surtout, recevoir la perfusion de 30 milliards. Parce qu'il ne faut pas... Si la CAMER n'a pas les 30 milliards, si on ne le capitalise pas l'entreprise, forcément, rassurez-vous, Nana Sanjo ne fera pas le miracle, nous irons forcément vers un clash. Voilà, donc on a compris, hein, au gouvernement maintenant de faire le reste. Le chef de l'État a d'ailleurs donné son aval là-dessus. On espère simplement que la récapitalisation de Camerco, telle que souhaitée il y a quelques mois encore, sera effective et que Camerco bénéficiera effectivement des perfusions nécessaires pour permettre à la fierté du Cameroun justement de faire concurrence aux autres compagnies qui desservent le Cameroun allègrement, des mastodontes comme je le soulignais tout à l'heure. Donc voilà, on ne peut que souhaiter bonne chance à M. Jean-Paul Nana Sanjo dans cette nouvelle fonction. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition consacrée au débat sur News 24. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes. Au revoir.